Bonjour à tous, Laure Thibault, juriste à l'Agence France Entrepreneur. Bonjour, Kelman Nizari, juriste à l'Agence France Entrepreneur. Nous allons vous présenter pendant 20 minutes le thème Entreprendre seul, quel statut juridique choisir. Afin de rendre cette présentation plus sympathique et plus concrète, nous avons choisi de le faire sous forme de questionnement entre nous. L'objectif, c'est de vous permettre de vous poser les bonnes questions si vous souhaitez entreprendre seul. Et à l'issue des 20 minutes, nous prendrons 10 minutes pour répondre à vos questions. Donc, Kelman, tu m'as dit que tu voulais créer seul. Oui, en effet, je souhaite créer tout seul, c'est-à-dire sans associé. Par contre, j'ai cru comprendre que j'ai le choix entre l'entreprise individuelle et une personne morale, société unipersonnelle. Oui. Donc, pour l'entreprise individuelle, je sais que j'ai deux choix, l'entreprise individuelle classique Oui. ou l'auto-entrepreneur, c'est la structure micro-entrepreneur maintenant. Et je sais que pour la société unipersonnelle, la personne morale, j'ai le choix entre le URL, qui est la SRL, mais avec un seul associé, ou de la SASU, qui est la SAS, mais avec un seul associé. Par contre, je ne vois pas la différence, je ne connais pas la différence entre les deux, entre l'entreprise individuelle et les sociétés unipersonnelles. Alors, tout à fait. Il y a deux possibilités. L'entreprise individuelle ou créer une société, comme tu l'as dit. Dans l'entreprise individuelle, en fait, toi, la personne physique, il y aura une confusion entre ton patrimoine personnel et ton patrimoine professionnel. Alors, l'inconvénient, c'est que en cas de difficulté d'entreprise, si tu as des dettes professionnelles, eh bien, tu pourras être redevable sur l'ensemble de tes biens personnels et de tes biens communs. D'où l'intérêt de bien choisir sous régime matrimonial. C'est ce qu'on appelle la responsabilité illimitée de l'entrepreneur individuel, et c'est un des inconvénients majeurs de l'entreprise individuelle. Alors, il existe un dispositif pour limiter cette responsabilité, c'est ce qu'on appelle l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Cette forme te permet en fait de limiter ta responsabilité à ce qu'on appelle un patrimoine professionnel, qui sera donc constitué de tes biens utiles et nécessaires à ton activité. Et en fait, en cas de difficulté, seul ce patrimoine professionnel, constitué donc de tes biens professionnels, sera seul saisissable par tes créanciers professionnels. Donc, c'est une manière de protéger son patrimoine personnel. L'intérêt de l'entreprise individuelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de capital, puisque évidemment, l'ensemble de tes biens constitue le capital de l'entreprise. Tu es tout seul, tu n'as pas d'associé. Il y a une simplicité du coup administrative au niveau de la création et au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Les formalités de création sont beaucoup plus simples. Ils sont maximum, le coût de création, c'est 200 €. Il y a une rapidité au niveau de la création et la gestion, comme je viens de le dire, est beaucoup plus simple. D'accord, mais je ne vois pas la différence du coup avec la personne morale. Bah, écoute, tu crées une personne morale. Donc, tu lui donnes un nom, qu'on appelle la dénomination, tu lui donnes une adresse, un siège social, un capital pour fonctionner. Et du coup, voilà, tu vas créer cette personne morale qui sera distincte de toi. L'intérêt, c'est que du coup, ta responsabilité est limitée au montant des apports que tu crées, que tu constitues pour créer cette société, donc du capital. Du coup, les formalités de création, puisqu'il y a cette responsabilité limitée, c'est qu'elles sont un peu plus, je vais dire, plus complexes et un petit peu plus coûteuses quand même, puisqu'il faut compter en gros 500 € minimum pour créer une société, sans compter les frais de recours à un avocat ou un expert comptable pour la rédaction des statuts. Les formalités de constitution, tu sais qu'il faudra rédiger les statuts, publier une annonce dans un journal d'annonce légale, déposer les fonds qui constituent le capital auprès d'une banque, donc des formalités un petit peu plus longues. Mais tout l'intérêt, c'est de constituer, de limiter ta responsabilité. C'est vraiment l'intérêt de la société unipersonnelle, c'est cette responsabilité limitée. Et puis, comme tu crées une société, tu pourras toujours envisager un développement par l'entrée des nouveaux associés, donc ça c'est intéressant. Et puis, ça donne une crédibilité beaucoup plus importante, parce que d'autant encore plus importante si tu lui donnes un capital assez important. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la société. D'accord. Et au vu de tout ça, je pense bien que je vais créer la micro-entreprise, l'auto-entrepreneur.
Et pourquoi tu créerais une micro-entreprise? Quel est l'intérêt pour toi? En fait, je veux commencer tout seul et j'ai entendu que c'est le statut le plus simple pour créer, facile à gérer. Et le régime fiscal, donc pour le paiement des impôts, j'ai deux choix possibles. Soit je paie les impôts une fois l'année avec un abattement forfaitaire. Oui, Concrètement, le fisc considère qu'une partie de mon chiffre d'affaires sont des charges et oui, mon bénéfice imposable ne sera qu'une partie de mon chiffre d'affaires. Ça dépend de mon activité. Par exemple, si j'ai une activité de service, qui est mon cas, donc je veux créer dans la réparation informatique, et si à la fin de l'année, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, le fisc fait un abattement de 50% de mon chiffre d'affaires. Concrètement, le fisc considère que j'ai eu 50% de charges et mon bénéfice imposable, ça sera que 50%, c'est-à-dire 5 000 euros qui sont intégrés dans ma déclaration de revenus personnels. d'accord, Si j'ai une activité de vente, par exemple, j'ai un ami qui vend des bijoux fantaisistes, et alors le fisc fait un abattement de 71%. En gros, on considère que la personne a 71% de charges et son bénéfice imposable, ça sera que 29% du chiffre d'affaires. En l'occurrence, si on prend l'exemple de 10 000 euros l'année, 29%, c'est 2 900 euros qui seront intégrés dans la déclaration de revenus. Donc, sinon, je peux choisir l'option de versement libératoire pour le paiement des impôts. Disons que là, au lieu de payer une fois l'année, on paye tous les mois ou tous les 3 mois. Donc, les cotisations avec un petit taux. Donc, c'est 1% si on fait de la vente, 1% du chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel, ou 1,7% si on fait du service. d'accord. L'auto-entrepreneur, par contre, a des plafonds. Donc, si en fonction le plafond n'est pas le même en fonction de l'activité. Donc, si je suis en service, je serai limité à mon plafond, c'est 70 000 euros l'année. Plafond de chiffre d'affaires, c'est Oui, ça? Oui. plafond de chiffre d'affaires, 70 000 euros l'année. Si je le dépasse, le statut saute en entreprise individuelle. Et si je fais de la vente, le plafond sera de 170 000 euros de chiffre d'affaires annuel. D'accord. L'auto-entrepreneur, on ne facture pas la TVA, mais on ne peut pas la déduire. Donc, par contre, depuis le 1er janvier 2018, lorsqu'on dépasse les anciens plafonds, on commence à facturer et à récupérer la TVA. Concrètement, les anciens plafonds, c'était 33 200 pour le service. Donc, si je dépasse 33 200 pour mon activité, là, je dois facturer la TVA. Et si je faisais de la vente, c'est si je dépasse 82 800 euros. Il faut savoir que l'auto-entrepreneur, je l'ai choisi parce que pour les paiements des charges sociales, c'est un peu plus simple. Je paye tous les mois ou tous les 3 mois un taux en fonction de mon activité. Par exemple, si mon activité, c'est du service, qui est le cas, je paye 22% de mon chiffre d'affaires tous les mois, tous les 3 mois. En gros, si je fais 1 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci, et je paye 22%, 220 euros de cotisation pour les cotisations sociales, tout simplement. Si j'ai une activité de vente, le taux de cotisation, c'est 12,8% du chiffre d'affaires. Donc, ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, je trouve, pour l'auto-entrepreneur, c'est qu'en l'absence de chiffre d'affaires, je ne paye pas de cotisation du tout. Donc, contrairement à d'autres statuts, d'autres structures, donc auto-entrepreneur, moi, ce que je veux, c'est tester l'activité et démarrer doucement. Ça correspond parfaitement à ce que je recherche. D'accord. Mais tu n'envisages pas du tout la création d'une entreprise individuelle, même pour une petite activité d'ailleurs, pour ta petite activité, sous un régime réel d'imposition? Non, l'entreprise individuelle ne m'intéresse pas parce que déjà, c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir une comptabilité. De toute façon, il faut faire un bilan et un compte de résultat. Donc, je ne sais pas faire. Il faut que j'ai recours à un expert comptable. Contrairement à l'auto-entrepreneur, on n'a pas besoin d'expert comptable. Lorsqu'on crée une micro-entreprise, donc on tient juste un livret de recettes et de dépenses. Donc, c'est plus simple pour moi. Je tiens ma comptabilité tout simplement. C'est vrai que je peux déduire la TVA et je peux déduire aussi mes charges. Oui, donc, si j'ai beaucoup d'investissements, par exemple, ben là, je peux récupérer la TVA. Ou si j'ai beaucoup de charges, je déduis les charges. Donc, sur ma comptabilité, par contre, moi, mon activité, je n'ai pas beaucoup de charges. Je n'ai pas besoin d'une activité de prestation de service. Et j'ai pas beaucoup d'investissements. Donc, la TVA ou la déduire pour mon activité n'est pas intéressant. C'est vrai que l'entreprise individuelle, on peut embaucher. Donc, en micro-entreprise, ce n'est pas pratique d'avoir du personnel, d'avoir un salarié. Mais moi, je veux commencer tout seul, donc l'auto-entrepreneur correspond parfaitement. Par contre, pour la cotisation sociale, le régime social de l'entreprise individuelle, je sais que l'avantage, c'est que je paye des cotisations minimales, mais j'ai une meilleure protection. Par exemple, je cotise 3 trimestres de retraite.
En payant un minimum, c'est à peu près 1 000 euros. Alors que pour la micro-entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas de chiffre d'affaires, on ne cotise pas, mais je ne cotise pas, par exemple, pour la retraite. Le taux de cotisation est différent. En effet, pour le régime social de l'entreprise individuelle classique, donc c'est à peu près 44% du bénéfice net, alors que l'auto-entrepreneur, donc le système était différent. Comme je l'ai expliqué, c'est un taux en fonction de l'activité. Du chiffre d'affaires. Voilà, du chiffre d'affaires. Moi, l'entreprise individuelle classique ne correspond pas vraiment à ce que je recherche. Moi, je veux commencer doucement. Je n'ai pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de charges. Je veux tester l'activité. L'auto-entrepreneur correspond mieux à mon projet, à ma situation. Mais par contre, pour les deux régimes, les deux structures, je suis toujours au régime social des indépendants, donc l'ancien RSI. D'accord. Mais j'ai bien noté, donc tu as créé une micro-entreprise, mais tu n'as pas non plus envisagé la création d'une société. Par exemple, si tu envisages d'avoir un nouvel associé dans le futur, c'est pas une structure auquel tu as pensé? Non, la société, la personne morale, je sais qu'il y a l'EURL, il y a aussi la SASU, mais créer une société, ça coûte, c'est un peu coûteux. Il faut un capital, les démarches, comme tu l'as dit, c'est un peu plus cher et c'est un peu compliqué aussi parce qu'il faut avoir un expert comptable. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu choisir en tout cas une personne morale. Tu sais que l'avantage de la société, ça permet de limiter quand même ta responsabilité. Donc, si tu comptes si ton activité est risquée, c'est intéressant de pouvoir limiter ta responsabilité. En plus, au niveau du régime fiscal, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence puisque que tu sois en EURL ou en SASU, tu peux être de droit à l'IR ou à l'IS, ou alors de droit à l'IS, et puis éventuellement opter pour l'IR. Donc c'est l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Voilà. Et puis tu peux surtout envisager l'entrée de nouveaux associés. Donc c'est ça qui est intéressant dans le cadre de une société. D'accord. Mais je ne vois pas vraiment la différence du coup entre l'EURL et la SASU. Alors, comme je viens de le dire, au niveau des fiscales, il n'y a pas vraiment de différence. Au niveau des formalités de constitution, c'est aussi pareil. Le régime, c'est de toute façon un régime réel d'imposition, parce que là, on n'est pas dans le régime fiscal de la micro-entreprise, qui est vraiment réservé à l'entreprise individuelle. Donc, si, par exemple, tu es à l'impôt sur les sociétés, donc la société va payer un impôt qui représente 15% du montant du bénéfice jusqu'à 38 120 euros et au-delà, 28% du montant du bénéfice. Donc, au niveau fiscal, pas vraiment de différence. Vraiment, la différence entre ces deux structures, l'EURL et la SASU, c'est l'affiliation du dirigeant au régime social. Dans le régime de la SASU, le président, ce qu'on appelle le président, est affilié au régime, au régime général de la sécurité sociale. C'est pour ça que cette structure, la SASU, a beaucoup été choisie ces derniers temps parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont voulu échapper au RSI, on peut le dire, et donc qui ont choisi de créer sous cette forme juridique. L'intérêt de la SASU aussi, très important, c'est que si le président ne se verse pas de rémunération, il n'y a pas de cotisation sociale à payer. Donc, ça peut être une structure intéressante qui peut être choisie par des demandeurs d'emploi, des retraités ou des salariés qui bénéficient par ailleurs d'une protection sociale. La particularité, puisqu'on l'a dit, le président est affilié au régime général, on dit qu'il est assimilé salarié, et du coup, s'il se verse une rémunération, il y aura sur cette rémunération un coût qui sera un peu plus important au niveau des cotisations sociales, puisqu'il faut prendre en compte les cotisations salariales et les cotisations patronales, et globalement, elles représentent 82% de la rémunération nette. À l'inverse, si tu choisis de créer une EURL, donc si tu es gérant de cette EURL, il faut savoir que le gérant est affilié, lui, au régime de la sécurité sociale pour les indépendants, donc le ex-RSI, et dans ce régime, dans tous les cas, il y a des cotisations minimales à payer. Même si le gérant ne se verse pas de rémunération, il faut compter un minimum de 1 000 euros de cotisations minimales. Alors, tu le disais tout à l'heure, l'intérêt du paiement de ces cotisations minimales permet de valider 3 trimestres de retraite, permet aussi
de bénéficier des indemnités journalières en cas de maladie, ce qui est quand même important. Dans le régime de la sécurité sociale pour les indépendants, l'intérêt, c'est que le coût des cotisations sociales est moins important, puisque pour une rémunération nette à peu près de 1 000 €, eh bien, le dirigeant aura au préalable payé 440 € à peu près, ce qui représente 44% de la rémunération nette. Autre différence qu'il existe entre la SASU et le URL, c'est que si la société dégage des bénéfices et après paiement de l'impôt, s'il y a des dividendes encore à se verser, le dirigeant peut se verser des dividendes qui ne sont pas soumis à cotisation sociale. C'est l'intérêt de la SASU. En EURL, il faut savoir qu'un gérant de URL qui se verse des dividendes, il peut y avoir une partie qui est soumise à cotisation sociale et qui est donc, voilà, sur lequel donc des cotisations sociales sont dues, comme s'il se versait une rémunération d'ailleurs. Voilà, donc vraiment, la différence essentielle se situe surtout au niveau social. Voilà, au régime d'affiliation du régime de la sécurité sociale, au niveau de la protection sociale, c'est quasi identique. La différence se situe surtout parce qu'il y a un coût plus important pour la SASU au niveau des cotisations de la retraite complémentaire, parce qu'un assimilé salarié cotisera plus à la retraite complémentaire et puis aussi bénéficiera de la protection, par exemple, accident du travail, maladie professionnelle. D'accord, j'ai bien compris. Donc, en conclusion, si je souhaite créer tout seul, c'est-à-dire sans associé, Oui, j'ai le choix entre l'auto-entrepreneur, la micro-entreprise, oui, ou bien l'entreprise individuelle classique, tout ou à bien fait. le URL en personne morale, ou bien la SASU. Voilà, effectivement, il y a 4 possibilités. Et tu disais, donc, ce qu'on peut globalement synthétiser, le micro-entrepreneur, que tu disais, c'est vraiment une forme qui permet de créer une forme vraiment simple. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Simplicité au niveau du calcul et du paiement des cotisations sociales, du calcul et du paiement des impôts, de la gestion de la comptabilité et des formalités de création. Mais, tu l'as dit aussi, c'est vraiment réservé à des activités, il faut tenir compte du chiffre d'affaires, des seuils de chiffre d'affaires maximal dans ce régime particulier fiscal de la micro-entreprise. L'entreprise individuelle, donc le micro-entrepreneur, je le rappelle, étant donné ce régime fiscal, est vraiment adapté à des activités qui ne nécessitent pas des investissements ou des dépenses importantes. Alors que le régime qu'on appelle entreprise individuelle, maintenant, d'une manière un peu classique, même si le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, mais on va parler d'entreprise individuelle, comme tu l'as dit, plus dans un régime réel d'imposition. Donc, tu le disais, c'est un régime qui est vraiment adapté quand on a beaucoup d'investissements, des charges, qu'on a l'intention d'embaucher. Donc là, il est important de tenir compte dans sa comptabilité des charges réelles. Donc, c'est vraiment réservé à des activités avec des dépenses et des investissements importants, mais quand même, il faut le dire, qui ne sont pas risqués, puisqu'il faut quand même rappeler que dans l'entreprise individuelle, l'entrepreneur est responsable sur l'ensemble, a cette responsabilité illimitée, qui fait qu'il est responsable sur l'ensemble de ses biens propres et de ses biens communs. D'accord. Et donc, pour l'URL, si j'ai bien suivi, l'URL a des cotisations, donc il y a des cotisations minimales à payer, mais on a quand même une protection. Donc, c'est à peu près 1 000 € l'année. Et donc, la protection, du coup, coûte un peu moins cher que la SASU, donc, tout simplement parce que la SASU, on est assimilé salarié, et là, le taux de cotisation par rapport au revenu net, c'est de 82%. Par contre, la SASU, la différence, c'est que si on ne prend pas de rémunération, on ne paye pas de cotisation. Donc, si on ne paye pas de cotisation, ben on est moins bien protégé. Et donc, la SASU est plus adaptée à une personne qui a déjà, par exemple, une protection par ailleurs, donc qui est demandeur d'emploi indemnisé, par exemple, ou retraité, ou qui est salarié par ailleurs, et qui souhaite moins se prélever quotidiennement, surtout quand, par exemple, des dividendes. Et donc là, la SASU, en effet, est plus intéressante dans ce cas-là. Et même si le URL et la SASU sont deux personnes morales qui ont quand même une certaine crédibilité par rapport à la personne physique, la SASU a une meilleure image que le URL parce qu'elle est plus flexible, donc pour pouvoir évoluer, pour se développer. Donc voilà, nous espérons que ces 20 minutes vous ont aidé à comprendre un peu, à voir un peu plus clair sur quel statut juridique choisir lorsqu'on souhaite créer tout seul.
Vous pouvez aller plus loin dans notre site internet afecreation.fr. Il y a pas mal d'informations. Par exemple, dans la partie créateur, c'est la partie 7 Tout à de fait, mémoire. l'étape 7, oui. Il y a la comparaison entre l'URL et la SASU. Oui. Et on peut voir aussi le fonctionnement de la micro-entreprise. Donc, il y a toutes les informations nécessaires pour voir un peu plus clair, parce que 20 minutes, en effet, ce n'est pas suffisant pour comprendre les enjeux du choix des statuts juridiques. Merci de votre attention. Donc, maintenant, on prend vos questions. Alors, première question. Si on commence, on a également le portage salarial cumulable avec le régime de la micro-entreprise. Est-ce que c'est intéressant pour la prestation de service? Alors, est-ce que c'est intéressant la prestation de service pour le portage ou pour la micro? Oui, j'ai pas compris. En tout cas, il est tout à fait possible pour un micro-entrepreneur, effectivement, de cumuler cette activité avec le portage salarial, puisque le portage salarial, on a le statut de salarié. Donc, il y a absolument, c'est tout à fait compatible, en tout cas intéressant. C'est délicat de répondre à votre question, puisqu'il faut savoir quand même que dans le portage salarial, il y a un coût qui n'est pas négligeable. Et globalement, on peut dire que sur une facturation de 2000 €, le porter en net, au bout du compte, à une rémunération, enfin un salaire net de 1000 €. Donc c'est 50%, donc c'est plus coûteux. Alors après, il y a des micro-entrepreneurs qui choisissent aussi le portage salarial par ailleurs, parce qu'ils sentent qu'ils vont, enfin ça a beaucoup été choisi dans ce cas-là, parce qu'ils sentent qu'ils vont dépasser les seuils et complète avec une activité de portage salarial. Ok, donc Eric nous demande, donc on a bien indiqué que pour la micro-entreprise, le entrepreneur, si on ne fait pas chiffre d'affaires, on ne cotise pas pour la retraite. En effet, donc si on ne fait pas chiffre d'affaires, on ne cotise pas pour la retraite. Oui, tout à fait. Oui, par contre, regardez dans le site internet, il y a des montants minimum de chiffre d'affaires pour pouvoir cotiser tout simplement. Et valider les trimestres. Voilà. Et donc, Madame Viard, donc pouvez-vous me rappeler la micro-entreprise, à quel régime social le créateur demande-t-il? Donc, la micro-entreprise dépend du régime social des indépendants. Donc, on est travailleurs non salariés, donc on dépend de la sécurité sociale des indépendants. Ex-RSI. Voilà. Sandrine, bonjour. En cas de création de micro-entreprise dans la prestation de service, donc ça a sauté de ligne. Sandrine, ça a disparu. Métier de conseil avec beaucoup de frais de déplacement, quel statut juridique me conseillez-vous? Donc, l'IS nous demande pour un métier de consultant avec beaucoup de frais de déplacement, quel statut juridique on lui conseille? En tout cas, il faut, pour la micro-entreprise d'auto-entrepreneur, il faut éviter d'avoir beaucoup de charges. Donc, l'auto-entrepreneur, c'est pour tester, commencer doucement lorsqu'on n'a pas beaucoup de charges. Donc, c'est intéressant, l'auto-entrepreneur. Là, avec un métier de consultant avec beaucoup de frais de déplacement, il faut creuser un peu plus loin pour voir ce qui pourrait être intéressant. Il n'y a pas que les frais de déplacement qui entreraient en compte pour choisir un statut juridique. Et là, il faut déterminer si les cotisations, enfin, je veux dire, les charges forfaitaires qui sont déterminées dans le cadre du régime de la micro-entreprise sont plus ou moins importantes que les charges réelles. C'est ce qui déterminera le régime fiscal. Oui, donc Sandrine demande pour la micro-entreprise, donc puisque la TVA n'est pas appliquée, la facture au client apparaît sans TVA. En effet, donc la facture apparaît sans TVA, il y a une mention obligatoire indiquée, donc article 293 du Code général des impôts, donc comme ça on sait que la TVA n'est pas applicable. Donc il y a Karine qui demande donc si elle conserve ses indemnités de demandeur d'emploi lorsqu'elle crée la micro-entreprise et si elle ne se rémunère pas assez. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez les indemnités chômage et que vous êtes en auto-entrepreneur, le Pôle emploi regarde votre chiffre d'affaires que vous avez déclaré tous les mois ou tous les 3 mois et fait un petit calcul, donc ça sera un peu long à expliquer, et en fonction de votre chiffre d'affaires, votre chômage, soit il baisse ou pas. Donc, si vous faites 0 de chiffre d'affaires, vous avez 100% de votre chômage, mais si vous faites du chiffre d'affaires, il y aura un petit calcul que le Pôle emploi fera pour voir à quel niveau les indemnités chômage vont baisser, tout simplement.
Alors, peut-on commencer en entreprise individuelle et basculer en société unipersonnelle par la suite? Oui, basculer, le terme est un peu, on va pas basculer, mais on peut tout à fait créer une entreprise individuelle, radier l'entreprise individuelle et créer une société par la suite. Aucun problème. Oui, Cindy demande quelles sont les différences entre le micro-entrepreneur et l'entreprise individuelle classique en régime micro-entreprise. C'est la même chose. Donc, si on est en entreprise individuelle, qu'on a coché le régime micro-entreprise, ça veut dire qu'on est auto-entrepreneur. Donc, c'est la même chose. Peut-on garder le statut de salarié en étant micro-entrepreneur? C'est très intéressant. En effet, on peut être salarié et créer la micro-entreprise. Par contre, brièvement, il faut vérifier que son contrat de travail, que le contrat de travail ne vous interdit pas de créer la micro-entreprise. Et la question intéressante derrière, c'est je cotiserai à quel régime social, puisque en tant que salarié, vous êtes au régime général, et en tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes travailleur non salarié. En fait, il faut faire attention quand on crée l'auto-entrepreneur de choisir, si vous voulez rester au régime général, que vous restez simultanément salarié. À un moment, il faut cocher la case que je souhaite rester simultanément salarié, et là, votre carte vitale fonctionnera en tant que salarié et non en tant que travailleur non salarié. C'est plus intéressant parce qu'en tant que salarié, on est mieux protégé qu'en tant que travailleur non salarié, c'est-à-dire auto-entrepreneur. Il y a une question, si on est en micro-entreprise, quel serait l'intérêt de basculer en EI? Alors d'abord, si on est en micro-entreprise, on est en EI avec le régime fiscal de la micro-entreprise. Donc peut-être que votre question c'est, si on est en entreprise, peut-on changer de régime fiscal? Oui, tout à fait, c'est une option que vous pouvez effectuer. Donc l'option pour un régime réel d'imposition. Il y a des délais pour opter, selon que vous êtes vous exercez une activité commerciale ou libérale, mais évidemment, vous pouvez tout à fait basculer en EI. C'est une formalité qui se fait auprès des impôts. On a mis une question intéressante. En EURL ou en SASU, faut-il obligatoirement avoir un expert comptable ou un commissaire aux comptes? Il faut savoir que l'expert comptable n'est pas obligatoire du tout. Par contre, il va faire des choses que vous ne savez pas faire. Donc, faire un bilan, un compte de résultat, déposer les comptes au greffe, vous ne savez pas faire. Donc, vous êtes obligé de passer par l'expert comptable. Sinon, vous allez faire des bêtises. Vous allez avoir, voilà. Sauf si vous avez été expert comptable, vous savez comment ça marche. Là, oui. Mais non, l'expert comptable n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Le commissaire aux comptes, encore moins. Surtout la création, je ne sais pas un commissaire aux comptes, donc ça coûte déjà cher et il faut que l'entreprise ait une certaine envergure pour choisir un commissaire aux comptes. Donc il y a des règles. Je vous en passe, mais à la création, ne pensez pas au commissaire aux comptes. L'expert comptable pour une personne morale, c'est-à-dire LRL ou SASU, il vaut mieux. Comme ça vous évite pas mal de soucis et des bêtises. Une question, en micro-entreprise, si on paye les cotisations sociales, cela veut dire que l'on paye aussi notre retraite? Oui, bien sûr. Quand on paye les cotisations sociales en micro-entreprise, il y a une part dédiée à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Après, vous savez que dans la retraite, il y a deux parties. Il y a la validation des trimestres de retraite, et puis il y a le montant des cotisations. Alors, plus vous allez réaliser un chiffre d'affaires, plus vous allez cotiser pour votre retraite, et la validation du nombre aussi de trimestres de retraite dépend aussi du montant du chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Vous allez trouver sur notre site d'ailleurs cette information de manière plus précise, parce qu'en fonction de l'activité que vous avez, qu'elle soit libérale, artisanale ou commerciale, le montant du chiffre d'affaires à réaliser pour valider des trimestres de retraite n'est pas exactement le même. Ok, je vais répondre brièvement à Francis. Donc, il demande s'il y a un écart de limitation de responsabilité entre le IRL et le URL. Oui, le URL, c'est une personne morale. Les personnes morales, tous les biens personnels sont protégés, sauf faute de gestion, bien évidemment. Alors que le IRL, comme l'a dit Laure, c'est on fait une liste d'affectation des biens. Donc, à la création, on fait une liste et dont on énumère les biens qui seront affectés à l'entreprise. Et ce sont que ces biens-là qui peuvent être saisis. Les autres biens qui ne sont pas sur cette liste-là ne peuvent pas être saisis. Et donc, pour aller dans le même sens pour la question d'Isabelle, lorsqu'on est marié sous le régime de la communauté, comment sécuriser son patrimoine par le statut juridique? Ça dépend du statut juridique. Et comme je viens de le dire, en personne morale, les biens personnels sont protégés d'office. En personne physique, par contre,
Il faut savoir que la résidence principale, depuis août 2015, est protégée d'office par la loi Macron. Et on peut faire aussi une déclaration d'insaisissabilité pour protéger les autres biens fonciers. Et donc, sinon, les autres biens qui ne sont pas fonciers, qu'on est en personne physique, c'est-à-dire authentiquement individuel, ne sont pas protégés. Voilà. Donc, je pense qu'on a répondu à peu près ce qu'on pouvait faire sur les questions. Et on arrive au terme de nos 10 minutes de questions. Merci à tous et bon courage pour la suite. Attention. Au revoir.